Bonjour à tous, je suis Luc et vous êtes sur la chaîne Curenco. Comme vous le savez, notre mission, notre ambition, notre raison d'être sur cette chaîne, c'est de vous faire voyager, de vous étonner, de vous inspirer et de vous faire découvrir des personnalités et des vies extraordinaires. Déconfinez-moi, déconfinez-moi, oui mais pas tout de suite, pas trop vite, ne soyez pas comme tous ces hommes trop pressés. C'est Juliette Gréco, effectivement, qui en chantait la louange dès 1967 et s'est confinée au balcon comme les Juliettes, qu'il va peut-être falloir que nous retournions si nous n'écoutons que les louanges du commerce et de notre cher président Macron. Bienvenue à tous, fidèles youtubeurs, et vous qui découvrez cette chaîne pour la première fois. Si tel est le cas, vous avez un petit bouton en dessous que vous pouvez cliquer pour vous abonner. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez teinter cette petite cloche qui permettra d'être au courant des notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une passionnée de l'écriture, une avocate douée d'ubiquité dans la littérature, une fashionista qui milite pour le durable et non l'apparat. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Laflèche. Bonjour Isabelle. Bonjour Luc. Content de te rencontrer, content de te recevoir sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce que je sais de toi? Je sais que tu as suivi donc des études de droit et que tu as débuté ta carrière à Toronto comme avocate. Et après 5 ans, la chance se déguise une première fois et te visite sous la forme d'une offre extraordinaire pour aller travailler comme avocate dans le domaine corporatif à New York. Alors, tu y passes 5 années actives où tu travailles beaucoup et tu représentes des clients américains dans leurs projets d'affaires avec le Canada. Et aussi, tu profites d'une vie trépidante dans une ville qui est foisonnante, celle de New York. Après 5 ans, tu traverses une phase de remise en question où tu commences à envisager l'éventualité peut-être de retourner sur Montréal. Après 10 années de travail un peu acharné, tu ressens comme un appel, une partie de toi qui a envie de peut-être d'éclore. Et là, la vie change. En fait, elle prend un virage imprévu lorsque tu rencontres une nouvelle fois la chance, cette fois-ci matérialisée en une voyante qui t'interpelle dans la rue. Et là, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Ah ben c'est au début c'est la panique parce que elle m'accroche littéralement dans la rue à New York, à Manhattan, et puis un dimanche après-midi, je m'attendais pas du tout à ça. Elle m'a pris par le bras et m'a dit: excusez-moi, mais j'ai un message important à vous communiquer. Et donc j'ai eu peur parce que je pensais que c'était une personne instable. Et finalement, elle a sorti sa carte d'affaires et c'était écrit voyante. Son nom était Christine. Et elle m'a dit: écoute, j'ai un message important pour toi. Donc, j'aimerais te le partager. Si tu veux, suis-moi à la maison. Et donc là, encore une fois, j'ai été un peu sur mes gardes. Et puis, elle m'a dit: t'inquiète pas, mon mari est là avec les enfants à la maison. Je te veux pas du mal. J'ai un don de clairvoyance et je vois que tu es malheureuse dans ton travail. Parce qu'au départ, je pensais qu'elle allait m'annoncer la mort d'un proche et tout ça. Et donc, je l'ai suivi. J'ai suivi mon instinct. À cette époque-là de ma vie, j'avais vraiment besoin d'un message. J'étais triste. J'en avais marre de travailler 14 heures par jour. Mon côté créatif avait vraiment besoin de sortir, de s'émerveiller. Et donc, je l'ai suivi chez elle. Ce qui aurait pu être une erreur fatale a été un moment d'éveil parce qu'elle m'a annoncé que je devais commencer à écrire. Elle m'a dit: tu sais, à 5 ans, tu devais écrire un roman et ton roman devait être publié partout dans le monde et te passer à côté de ton destin. Alors là, je suis restée à bouche bée et je m'attendais pas du tout à ça parce qu'à cette époque, oui, je lisais des romans, mais je prenais pas le temps pour créer moi-même. J'allais voir des spectacles, j'étais à Manhattan, donc tous les week-ends, j'allais voir des artistes, du jazz, les musées, mais l'idée de créer moi-même, honnêtement, ça m'était pas vraiment passé par l'esprit. Enfin, du moins, pas depuis l'enfance. Et donc, elle m'a dit: qu'est-ce que tu voulais faire, toi, quand tu étais petite? Et donc, j'ai dit: j'aurais aimé faire du théâtre. Et elle m'a dit: non, il y a autre chose. J'ai toujours aimé la mode, les vêtements. Oui, mais il y a autre chose. J'aurais aimé devenir chanteuse, mais j'ai pas nécessairement ce talent. Elle dit: oui, en effet, tu as un talent. Et puis, l'écriture. Alors, je dis: ah oui. Quand j'étais tout petite, j'écrivais des histoires et ma grand-mère maternelle les lisait. Elle m'encourageait toujours. Elle me disait: écris-moi une histoire, Isabelle.
Donc, elle m'a dit, ben, je comprends pas ce que tu fais. Tu travailles dans une banque, un truc très conservateur. Tu es une artiste et tu ne t'assumes pas dans ta vie. Et tant et aussi longtemps que tu ne t'assumeras pas, tu seras jamais heureuse. Donc, elle m'a dit, je te suggère, tu rentres à Montréal, tu quittes New York à l'instant, le plus rapidement possible et tu te mets à écrire. Donc, voilà pour la rencontre. Ça m'a pris quand même quelques mois pour absorber tout ça, pour me rendre compte que finalement, elle avait raison. Donc, dans l'espace de 3-4 mois, j'ai donné ma démission. J'ai téléphoné le camion de déménagement. Je suis rentrée à Montréal et je me suis inscrite à des cours d'écriture à l'Université Concordia parce que je voulais savoir, j'avais besoin de savoir si elle avait raison. Et quand tu dis qu'elle avait raison, c'est qu'en fait, tu avais donc la capacité, tu veux dire, tu étais capable de pouvoir écrire quelque chose? Oui, mais je ne savais pas si Je savais que je pouvais écrire parce qu'en tant qu'avocate, j'avais écrit beaucoup de choses, des documents et tout ça, mais je savais pas que je pouvais créer un truc plutôt artistique avec ma plume. Et j'ai eu la confirmation dans ce cours parce que vers la fin du cours, il fallait écrire une histoire. Il fallait faire parler un animal. Et donc, j'ai écrit une courte histoire sur l'ours polaire du zoo de Central Park. Je me suis amusée. Je lui ai donné un ton très sarcastique. Et il y a un homme dans la classe qui s'est levé devant tout le monde puis a dit, écoutez, moi, je trouve que vous avez un talent. Vous m'avez fait rire. J'ai senti des émotions. Vous avez vraiment un talent. Vous devriez écrire un livre. Et j'avais besoin de ce message-là. C'était un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus dans ma vie parce que ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'étais déterminée à écrire un roman. Et j'ai décidé que ça allait être un roman autobiographique, l'histoire d'une jeune avocate francophone qui s'en va à New York, qui travaille dans un grand cabinet d'avocats et qui fait la rencontre d'une voyante qui lui dit qu'elle est pas du tout sur le bon chemin. Et puis finalement, dans le cas de mon roman, le personnage choisit de travailler dans le milieu de la mode. Elle quitte le droit pour aller travailler comme avocate dans le milieu. Donc, elle quitte le monde corporatif plutôt. Et puis, ce roman-là, qui s'intitule J'adore New York, eh bien, finalement, il a été publié. Il a connu un très, très grand succès au Québec et au Canada anglais et même en Pologne. Il est devenu un best-seller en Pologne. Donc, la voyante avait raison et ça a été la confirmation de ça. Et alors, et à un moment donné, je crois qu'il y a un changement parce que donc ça a commencé par J'adore, donc il y a eu donc 3 différents thèmes à J'adore, et puis à un moment donné, tu es passé à quelque chose de pour un public un peu plus jeune, c'est ça, avec Bonjour Girl. Alors comment c'est passé à ça après? J'ai eu un flash d'inspiration. En fait, l'idée m'est venue parce qu'une de mes lectrices, une lectrice de la série J'adore, c'était une jeune femme, elle avait 14 ans. Elle m'a écrit sur Facebook. Elle m'a dit, j'aimerais vraiment faire ta rencontre. J'ai beaucoup aimé tes livres. Et j'ai dit, ben, ça tombe bien parce que je m'en vais à Toronto pour rencontrer mon éditeur anglophone qui est là-bas. Donc, si tu veux, on se rencontre à la librairie populaire au cœur de la ville. Donc, elle m'a dit, oui, je vais y être avec ma mère. Et le même jour où on a eu la confirmation de notre rencontre, elle a mis ça sur sa page Facebook. Puis elle m'a taguée. Elle a dit, je vais rencontrer une auteure que j'apprécie, Isabelle Laflèche, blabla. Et donc, moi, j'avais jamais vu ça dans ma vie. J'ai vu les commentaires qui ont suivi et ça m'a brisé le cœur. Il y avait des jeunes adolescents qui la traitaient de conne, de pas intéressante, on s'en fout, c'est nul ce que tu dis, blablabla. Moi, j'avais jamais vu l'intimidation sur les réseaux sociaux. J'en avais entendu parler, mais comme moi, j'ai pas d'enfant, j'avais jamais vécu ça aussi intimement. Et quand j'ai vu les commentaires méchants, j'ai dit, oh là là, c'est très mesquin. Et non seulement ça, mais ça crée un dommage énorme aux jeunes de se parler comme ça, de recevoir des coups comme ça. C'est comme une gifle, enfin. Alors, je me suis dit, j'aimerais écrire sur ça parce que c'est important. C'est important de montrer aux jeunes qu'on peut s'en sortir, qu'on peut surmonter ça. C'est un fléau et c'est très dommageable et en fin de compte, c'est inacceptable aussi. Donc, j'ai écrit l'histoire d'une jeune étudiante qui s'en va étudier la mode à New York, encore toujours New York, et parce que j'ai une amie qui enseigne la mode à l'école Parsons, le Parsons School of Design à New York, donc j'ai pu visiter le collège. Moi, c'est important que je vois les lieux pour bien les décrire, donc je suis allée visiter le collège et j'ai créé un personnage qui s'en va étudier la mode
à Parsons et elle est victime d'intimidation sur les réseaux sociaux. Et c'est comment elle surmonte ça. Et donc finalement, c'est devenu un thème récurrent parce qu'il y a eu un deuxième tome avec une autre petite histoire et encore une histoire d'intimidation. C'est un peu une histoire étrange qu'on dirait que c'est comme si tu disais, mais la réputation a un prix. On dirait que c'est ça que tu nous dis à chaque fois là. La réputation a un prix. Et alors, donc la deuxième partie, c'est encore ça, c'est encore une histoire de quelqu'un qui a un blog et quelqu'un qui a attaqué, quelqu'un qui a encore poussé dans les extrémités, c'est ça? Oui, d'une autre façon, si on veut. C'est pas la même, exactement de la même manière. La première intimidation, c'est plutôt direct, un lien direct avec une de ses copines de classe. Dans le deuxième cas, c'est plus subtil. Ça vient par les internautes, les gens qui font des commentaires. En anglais, on dit les haters. Ouais. Les gens qui sont anonymes, qui font des commentaires sur son blog. Puis je trouve que l'anonymité donne la permission aux gens, des fois, de dire des choses, des méchancetés qui peuvent vraiment blesser. Donc, oui, j'ai continué encore dans ce thème-là parce que je pense que c'est important. Et je me suis demandé là par rapport à ce confinement sanitaire qui est un petit peu arrivé comme ça, un peu sur une obligation sur ces derniers mois. Comment tu as vécu les choses, toi? Ce confinement, ça t'a fait quoi? Ben, je vais être très honnête avec toi. Personnellement, ce confinement, pour moi, a été très bénéfique. Donc, premièrement, en tant qu'écrivaine, je suis confinée pas mal en général, de façon quotidienne, mais j'habite à la campagne et ça m'a permis de prendre des marches. C'était très silencieux par ici où j'habite. Et le silence, pour moi, c'est un cadeau parce que ça me permet de recevoir des messages intuitifs et d'augmenter, d'apprécier, de faire apprécier ma créativité parce que mes meilleures idées viennent quand je prends des longues marches en nature. Donc, j'avais le meilleur des deux mondes, j'avais le silence, j'avais la nature et j'avais signé un contrat d'édition pour écrire un livre sur le développement personnel, sur la transformation. C'est pour aider les gens justement qui se posent des questions sur leur carrière, qui sont dans une étape où ils se posent des questions, est-ce que je devrais changer de carrière ou peut-être de relation, peu importe. Ils sont à la croisée des chemins et donc c'était une période où j'ai pu écrire ce livre-là assez rapidement parce que, bon, les rencontres sociales et tout étaient limitées. J'ai senti de la solitude parce que j'habite seule, donc il y a eu des moments de solitude et mais mis à part ça, ça s'est bien passé. Alors, je me disais quelque chose, c'est que, bon, tu vois, notre émission, elle s'appelle Confidence et confinement, du moins jusqu'à ce qu'on décide que l'histoire du confinement s'arrête et qu'on n'ait plus besoin de parler de ce sujet-là. Et en fait, je me suis dit, est-ce que tu as été étonné ces 2 derniers ou 3 derniers mois, qui étaient quand même sollicitants, d'un de tes comportements? Est-ce que tu t'es découvert différente? Un de mes comportements. Oui, je me suis mise à cuisiner, chose que je ne faisais pas beaucoup auparavant. Je prenais pas le temps de cuisiner pour moi. Donc, j'ai découvert les plaisirs de la cuisine, le slow food aussi qu'on appelle. Donc, ça, c'était un de mes comportements qui m'ont beaucoup surpris et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que la nourriture, ça nourrit l'âme, ça nourrit l'esprit. Donc, j'ai beaucoup apprécié ceci. J'ai écrit des lettres aussi. J'ai écrit des lettres, des cartes à des amis. J'avais envie de leur envoyer un petit mot pour les surprendre, pour leur faire plaisir. Alors ça, c'était un truc qui m'est passé par l'esprit. J'ai envoyé des lettres, chose que je n'avais pas fait depuis très, 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 très longtemps. Alors, tu vois, on a interviewé France Gauthier, on en parlait en émission, tu me disais que tu la connaissais, comme tu connais aussi Christine Michaud, c'est d'ailleurs grâce à elle que je t'ai rencontré. Et en fait, donc je parlais avec France Gauthier et elle me disait elle voyait dans les temps qui sont passés, puis les temps encore d'aujourd'hui, une vraie opportunité parce qu'il y aurait la possibilité d'un grand reset. Tu vois, un reset, c'est un peu comme si on appuie sur le bouton, puis on repartirait à zéro. Alors, est-ce que tu crois toi aussi que c'est une occasion en ce moment de changer notre regard sur la vie? Oui, absolument. Absolument. Moi aussi, j'ai dit ça au départ. Je donnais des conférences via Zoom et tout. Absolument, parce qu'on a fait une pause et beaucoup de gens, je pense, ont pu prendre le temps de se dire, est-ce que ma vie telle qu'elle était avant me convient? Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça me rend heureuse? Moi, j'ai plusieurs amis qui se sont rendus compte qu'elles passaient beaucoup de temps à voyager pour aller au travail, ils ne faisaient plus d'exercice, buvaient trop de café. Bon, il y a eu des prises de conscience. Alors, je pense que oui, c'est un reset et à plein d'égards, je pense que la planète a vraiment bénéficié de notre confinement. Je le vois. Le ciel est plus bleu, les nuages sont plus blancs, l'eau est plus claire. Donc, au niveau de notre consommation, un reset à ce niveau-là.
Est-ce que je consomme de façon raisonnable? Est-ce que je consomme localement pour encourager les artistes, les commerces locaux? Est-ce que j'ai une conscience face à tout ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre ma voiture autant pour aller travailler au boulot? Peut-être que je peux prendre mon vélo finalement. Donc, toutes ces questions-là de vie au quotidien. Et ensuite, à un autre niveau, est-ce que je m'entends bien avec mon conjoint? Parce que là, j'ai passé 3 mois enfermée avec lui ou elle. Donc, est-ce que notre relation, elle est durable? Est-ce que c'est ça que j'ai envie vraiment de continuer? C'est absolument un moment de faire un reset et d'écouter son intuition. Ça, j'en parle beaucoup, beaucoup dans mes conférences. Notre âme nous parle. Notre âme sait où on veut aller. Et souvent, on l'écoute pas parce qu'on a peur. On a peur des préjugés, qu'est-ce que les gens vont penser si je change de travail, je change de carrière, blablabla, j'ai un grand titre sur ma carte d'affaires. Moi, je suis ici pour vous dire que le titre sur la carte d'affaires a aucune importance. J'en ai eu des titres et j'étais malheureuse. En fait, on est venu ici pour briller, on est venu ici pour vibrer, on est venu ici pour montrer notre vraie couleur, qui on est. Et on a tous des talents, on a tous une mission, c'est une conviction profonde chez moi. Et je pense que le moment est venu maintenant, peu importe notre âge, parce qu'il est jamais, jamais trop tard, d'habiter cette mission de vie, ce talent qu'on a à l'intérieur de nous, peu importe ce qu'il est. Alors, tu vois, tu dis des choses qui me font penser qu'à un moment donné dans ta vie, tu as eu un changement parce que j'imagine que de l'avocate à l'écrivaine et de l'écrivaine à celle qui a envie un peu de donner des conférences sur le développement personnel, même peut-être sur la spiritualité. Et qu'est-ce qui t'a amené à la spiritualité dans ton cas à toi? C'est une bonne question. J'ai commencé à être attirée par les livres de développement personnel à la librairie et j'ai commencé à non seulement à les lire, mais à les dévorer. J'ai eu une période où j'en lisais plein, j'achetais que ça. Et encore aujourd'hui, j'en achète beaucoup. Puis, ça m'a amené à assister à des retraites. Alors, j'ai fait des retraites avec Gabrielle Bernstein aux États-Unis, des gens comme ça. J'ai lu les livres de Wayne Dyer et tout. Et là, je suis tombée dans un monde où on partageait des enseignements spirituels des grands maîtres. Et là, j'ai découvert aussi la pratique du yoga en même temps. Donc, il y a eu un déclic qui s'est fait avec la découverte de la pratique du yoga et la lecture des textes de ces grands maîtres. Et j'ai fait « wow, ça me passionne, j'avais envie d'en découvrir davantage et aussi de les enseigner ». Je pense que j'avais ça aussi en moi, l'enseignement, parce que toute petite, je jouais à l'enseignante. Là, mon frère s'assoyait sur un banc et je lui enseignais, je sais pas, des trucs, des mathématiques, des choses probablement pas intéressantes pour lui, mais j'ai toujours eu ça en moi. Et je le fais à travers mes livres aussi, mais j'ai découvert une passion pour partager ces enseignements-là, pour vivre dans une plus grande conscience et de vivre plus heureux finalement. Parce que moi, j'ai longtemps vécu dans le stress, dans l'anxiété de performance. Toujours, il faut performer plus, il faut produire plus, il faut être la numéro 1. Et finalement, c'est pas ça la vie. La vie, c'est d'être qui on est tout simplement et de suivre son instinct. Ça veut pas dire de faire des trucs moches, mais de toujours courir après le succès, l'argent, le pouvoir. C'est pas ça qui nous rend profondément heureux. Alors, tu vois, dans l'émission, nous, on a une petite tradition un peu rigolote, un peu antinaturelle, c'est d'amener pas vraiment une conscience, mais un chroniqueur un peu sulfureux qu'on a en France, qui s'appelle Thierry Ardisson. Je sais pas si tu connais Thierry Ardisson. Alors, oui. Thierry Ardisson, il a une petite spécialité, c'est de faire des interviews un peu étranges, et en même temps, c'est des interviews qui révèlent très souvent les faces cachées de la lune des gens. Alors, c'est rigolo. Alors, puisque tu manies, toi, les mots, et que c'est plutôt avec talent, et qu'ils écrivent même ta vie, hein, parce que pour toi, c'était le cas, on te propose une interview upside down, c'est-à-dire une interview, si tu veux, où les mots inversés nous révèlent. Donc, je vais te poser des questions simples et malicieuses un peu, et on verra comment tu pourras, toi, trouver ça délicieux ou non. Alors, la première question que je vais te poser, c'est quel défaut doit avoir un homme pour te plaire? Oh là là! Est-ce que, comment ça s'appelle le plaisir de la table, comment on dit ça? La gourmandise? Oui, ouais. La gourmandise? Oui. Ah, dis-moi pourquoi? Parce que pendant longtemps, moi, j'ai pas cuisiné, comment dire, ce n'est que récemment que j'ai découvert les plaisirs de la table et quelqu'un qui est gourmand
m'incite à manger davantage parce que moi, je suis un peu fée magicienne dans ma tête, là. Je peux partir dans ma création, je peux passer des heures et des heures à écrire ou à créer des trucs sans manger. Alors, un homme qui est gourmand, qui apprécie la bonne chair et tout ça, ça me force à être un peu plus connectée dans mon corps et à la vraie vie, quoi, à la réalité. Et qu'est-ce que tu ignores chez toi que tous les gens qui t'aiment voient? J'ai tendance à douter de moi. Et c'est drôle parce que les gens qui me rencontrent disent « Ah, mon Dieu, tu es tellement confiante sur scène, tu as une prestance incroyable. » Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que à l'intérieur de moi, je doute de ce don-là, ces capacités-là, ces talents-là. Donc, oui, voilà. Et quel est le reproche qui t'a fait le plus grandir dans ta vie? Que j'étais souvent en retard et j'en ai deux, que j'ouvrais pas assez mon cœur aux autres. D'accord. Alors, le compliment qui t'énerve le plus? J'ai lu votre livre en 24 heures. Parce que ça m'a pris 1 an pour écrire ce roman. Mais en fait, ça me fait mal et ça me fait plaisir tout à la fois parce que ça veut dire qu'ils ont dévoré le livre, ils ont adoré. Mais quand quelqu'un me dit ça, je me dis, aïe, attends là, 24 heures, moi, ça m'a pris 1 an de faire ça. Tu vois, tu disais à un moment donné que tu avais donc des élèves à qui tu enseignais l'écriture. Je crois que c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. Alors, justement, ça tombe bien. Qu'est-ce que tu voudrais que tous ratent? Qu'est-ce qu'ils ratent? Oui, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils ratent? Je voudrais qu'ils apprennent comme moi que le succès ne vient pas rapidement. Parce que j'ai dû apprendre ceci. Quand j'ai terminé mon premier roman, moi, je pensais que c'était merci, bonsoir, c'était réglé. J'allais avoir un contrat d'écriture, un contrat avec Hollywood et tout. Et ça a été loin d'être le cas. Et ça m'a apporté l'humilité. Une très grande humilité et un désir de faire mieux avec mon écriture, de l'améliorer. Parce que quand on écrit pour la première fois un livre, il y a du travail à faire. C'est pas parfait, bien au contraire. Et souvent, les gens disent « Ah ben, j'ai écrit un livre, donc ça y est, il va être publié tel quel. » Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai travaillé mon texte pendant 2 ans avant qu'un éditeur, finalement, me fasse une offre. Alors, je voudrais que les gens reçoivent des refus pour apprendre l'humilité et aussi d'améliorer leur écriture. Voilà. Intéressant ça, parce que c'est une part de réalité qu'on ne peut pas voir tant qu'on est un peu dans l'idéal. Est-ce que tu pourrais me dire quel est le talent que tu n'aimerais pas avoir? Il y a des jours où je sens que je dois communiquer davantage, c'est-à-dire faire plus de vidéos, de faire des lives, faire plus de conférences. Et il y a une partie de moi qui a peut-être un peu peur de ça, de venir, d'être de l'avant. Parce que quand on est écrivain, on est derrière. On écrit en solitude, on est en solitaire. Quand le livre sort, oui, on va dans les salons du livre et tout, mais c'est tout, 2-3 fois par an. Tandis que quand on s'affiche comme conférencière, comme enseignante spirituelle, coach, peu importe, il faut se mettre de l'avant. Alors, il y a des jours où j'ai peut-être un peu moins envie. Je me pose la question, est-ce que les gens vont apprécier ce que j'ai à dire, verbaliser comme ça, c'est se mettre à nu, en fait. Alors, il y a des jours où j'apprécierais avoir moins ce don, ce talent de communication parce que ça m'effraie. Voilà. Alors, tu vois, quand je pensais à toi et j'écrivais ce que j'allais te proposer comme petite question, il m'était venu un truc par rapport à ça, c'était que le talent que tu pourrais ne pas avoir envie d'avoir, c'est l'objectivité. T'en penses quoi? Ouh, l'objectivité. Pourquoi? Alors, il m'était venu en fait que dans ton cas à toi, l'objectivité était justement créatrice de doute. Et qu'en fait, quand tu étais dans un monde un peu parallèle, non objectif, parce qu'a priori, l'objectif d'écrire, c'est pas toujours d'être dans un monde réel, eh bien, il semblait que l'objectivité, c'était un talent que tu aurais pu oublier parce que ça t'avait beaucoup aidé pour la suite. Oui, probablement, oui. C'est très bien dit. Ouais. Oui, je dirais oui, absolument.
absolument. Alors, ça m'amène à la question suivante qui est qu'est-ce que tu interdis à ceux que tu aimes que tu t'autorises toi? La procrastination. Ça, c'est top. C'est une chose qu'on autorise toujours à soi-même, c'est vrai. C'est quoi la question qu'il ne faut pas qu'on te pose à toi? Ouh. Comment te sens-tu? Ah, et pourquoi, dis-moi? Ça me gêne un peu de parler de mes émotions. D'ailleurs, mais j'ai fait beaucoup de chemin à cet égard. Beaucoup de chemin. Et je suis capable de maîtriser davantage. Mais j'ai eu longtemps du mal à mettre le doigt sur mes émotions. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais bon. Alors, tu vois, Isabelle, il y a quelque chose que je remarque chez toi que j'ai trouvé vraiment étonnant, mais je me suis dit que peut-être que tu me donneras une réponse au départ qui te paraîtra évidente, et puis au fur et à mesure, tu vas la transformer. Tu vois, j'ai remarqué avec toi quelque chose qui s'appelle le contact avec la chance. Alors, c'est vrai que quand j'ai fait la présentation tout à l'heure, je t'ai dit la première fois, puis la deuxième fois. Alors, je me posais une question, c'est quel rapport tu as depuis ton enfance avec la chance? J'ai souvent été au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Donc, je pense que j'ai eu de la chance, mais j'ai pas une vie rose non plus, là. J'ai surmonté des obstacles. Mais j'ai toujours eu des gens qui se sont présentés à moi au bon moment. Donc, la voyante, c'est un exemple. J'en ai plein. Christine Michaud, qui est une autre. Et c'est comme si l'univers m'envoyait toujours des personnes autour de moi, peu importe les circonstances. Ça peut être le bon médecin, peu importe. Au bon moment, quand j'en ai besoin. Et là, je me suis rendu compte parce que j'ai découvert les concepts les lois de l'univers, la loi de l'attraction, par exemple, et tout ça. J'étudie ça avec tellement d'intérêt, beaucoup d'intérêt. J'adore ça. Et j'ai lu récemment un livre d'une femme qui s'appelle Frances Scovel Shinn. Le livre en français, c'est Le jeu de la vie et comment le gagner. Et elle nous dit qu'en fait, il n'y a pas vraiment de chance. C'est que c'est l'univers qui, la force divine, l'univers, peu importe comment on peut appeler ça. Il y en a qui appellent ça Dieu, il y en a d'autres qui appellent ça juste la simple chance. Mais l'univers conspire toujours pour nous faire avancer sur notre chemin. On a tendance à pas croire ça, que la vie, ça doit être difficile, qu'il faut se battre, qu'il faut faire des recherches, il faut travailler 14-15 heures par jour. En fait, c'était ma croyance pendant longtemps. Et finalement, en lisant ce livre-là et plusieurs autres livres dans le style, je me suis rendu compte que non. Quand on est dans un état de réceptivité, on croit qu'il y a des signes qui sont mis sur notre vie pour nous faire avancer, bien là, on a conscience de ces signes-là. Ça peut passer à travers une chanson qui passe à la radio, une personne qui croise notre chemin quand on prend une marche le midi, peu importe. Et là, on s'ouvre à tout ça, on se dit « Wow! La chance, elle est là, mais au quotidien. » À tous les jours, il y a des gens qui viennent vers moi, des circonstances qui viennent vers moi, dont toi, Luc, et c'est pour faire ma vie et puis pour que ça soit joyeux et ça soit agréable. Donc, on devrait, en général, j'invite les gens à voir la vie différemment, c'est-à-dire de s'ouvrir à une nouvelle façon de voir les choses. La vie ne devrait pas être un combat et plutôt, on devrait la vivre avec aisance. Et quand on se dit, oui, moi j'ai de la chance dans ma vie, à tous les jours il y a des miracles, bien, ça change notre vie complètement. Notre vision change, notre vision des choses. Et puis, j'invite justement, tout simplement, les gens à voir la vie comme ça. Je ne sais pas encore comment fonctionne ta magie, parce que j'ai l'impression, si tu veux, que toi, tu sais quelque chose qui est que la chance, elle a un prix. Alors que nous, on croit que la chance, elle a une envie. Et moi, j'ai l'impression que toi, tu sais quelque chose et qui pourrait être très intéressante pour les éditeurs de Korenko, c'est que en fait, l'état de chance a peut-être des exigences. À ton avis, c'est quoi l'exigence de la chance? Il faut croire qu'on la mérite. Ah, il faut croire qu'on la mérite. Oui. Le plus grand blocage à l'abondance, dans toutes ses formes, que ce soit l'amour, les finances, l'argent, le plus grand blocage, c'est le doute et ne pas croire qu'on mérite de recevoir. Ça, c'est les deux grands blocages. Aussitôt qu'on laisse tomber le doute, disons par exemple, vous cherchez une maison, vous allez visiter une maison, c'est votre maison de rêve, vous faites une offre. Si vous doutez un instant que vous allez l'avoir, ben, il y a des chances que vous la perdez. Donc, il faut y croire à 100%,
c'est ma maison, je fais une offre à tel prix, j'y crois à 100%, j'ai aucun doute et je mérite de vivre dans cette maison. Je mérite d'être heureux, heureuse dans cette maison, c'est ça, ma vie. Après ça, la magie opère. Tu vois, il y a une autre chose que je trouve étonnante chez toi, c'est vraiment une des choses que j'ai l'impression que tu as ce bipolaire en toi. Bon, pas la maladie, hein, plutôt la capacité. La capacité. Tu as deux pôles chez toi que vraiment je perçois, bon, outre l'écriture, mais il y a cette histoire dont on en parlait tout à l'heure en dehors de l'émission. J'avais l'impression qu'en fait, la mode, c'était pas rien pour toi. Mais alors, c'est quoi la mode pour toi? Pour moi, la mode, c'est une façon de m'exprimer ma créativité. J'adore ça, j'adore mélanger des styles, des époques, les couleurs, c'est des choses que j'adore. En même temps, je pense que les objets, dont les objets de mode, une chemise, une robe, ont un taux vibratoire. Alors, si on porte une robe qu'on a achetée quand on était déprimé ou on est en train de se divorcer, par exemple, il y a de fortes chances qu'on ne porte pas cette robe-là parce qu'elle est imprégnée de sentiments, d'émotions et on ne se sent pas bien dans cette robe-là. Alors, moi, je pense que les objets, dont les vêtements, ont un taux vibratoire et quand on porte une robe qu'on adore, on se sent bien, on marche même différemment dans la rue, on est heureux. Moi, je sais que les couleurs vives me font du bien. Quand je porte une robe très colorée, je me sens bien. Donc, forcément, ça augmente mon taux vibratoire, mon humeur et ça a une influence sur comment ma journée va se passer. Alors, je pense que la mode, pour moi, c'est important à plusieurs niveaux. C'est un sujet de mes romans aussi, donc c'est un sujet de recherche que je trouve passionnant. Mais aussi, je pense que comment on s'habille a une influence sur nos sentiments. Et tu vois, c'est marrant que tu réintroduises l'histoire, par exemple, de j'adore Paris ou j'adore Rome ou j'adore New York, parce que quand j'ai regardé tout ça, je me suis dit, mais est-ce qu'en fait, elle n'est pas en train de nous dire, il y a des vêtements qui marchent, il y a des vêtements qui ne marchent pas. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que tu nous dis, mais attendez, parce que la chance nous parle, ou alors vous l'appelez, puis quand vous allez aller dans l'action, quand vous allez commencer à vivre avec cette idée, vous allez vous habiller en fonction de votre état d'être, votre ressenti, mais selon le vêtement que vous mettrez, vous n'aurez aucun résultat, ou alors vous en aurez un. Alors, est-ce que tu crois que justement, par exemple, bon, c'est vrai qu'il faut de l'argent pour ça, mais par exemple, une veste Dior, tu la mettrais pourquoi? Pour une rencontre importante, pour signer un contrat, je pense. Peut-être pour un mariage, mais non, pas un mariage. Non, un mariage, non, c'est pas un bon exemple. Mais pour signer un contrat important, je me sentirais en confiance, c'est griffé, c'est designer, c'est la couture. Par contre, pour une rencontre entre amis, je porterais une robe plus champêtre, colorée, avec des fleurs. Donc, je pense que oui, les vêtements peuvent influencer notre ressenti. Et puis, la fast fashion, moi, je crois fondamentalement que c'est une mauvaise énergie parce que c'est fait par des gens qui sont exploités. Donc, on a sur nous, on porte les basses vibrations de ces gens qui sont pas heureux quand ils travaillent. S'ils sont payés 3 $ ou 3 € de l'heure dans une usine où les portes sont barrées, ils craignent pour leur santé physique et mentale, ben, comment peut-on se sentir bien dans un tel vêtement? Alors, par exemple, quel était le vêtement que tu as mis le jour où cette voyante t'a arrêté? Tu te rappelles de ce vêtement? Oui, je me souviens, je portais un manteau qui était un créateur parisien et j'avais l'air coincée dans une prison parce que c'était un manteau qu'on appelle en anglais on dit double breast, comme d'homme. Ouais. Et il y a une grande ceinture en cuir. Et ça faisait un peu style militaire même. Et je crois qu'elle a senti que j'étais dans une prison quand elle m'a vu marcher sur la rue avec ce manteau. Et alors, le jour où, par exemple, tu as signé ton premier contrat avec ton éditeur, tu étais habillée comment? Oh! J'avais trouvé une robe vintage dans une boutique vintage à Toronto parce que mon éditeur était à Toronto. Et j'étais allée faire J'étais allée faire les boutiques et j'avais trouvé une robe avec une grande boucle en satin couleur pêche. Et quand je suis rentrée dans le bureau, je savais que c'était une robe unique, bien évidemment. Elle datait des années 50. Et puis,
les gens ont fait la remarque, waouh, c'est super cette robe parce que ça se démarquait. Moi, je me sentais super bien dans ça. Et en plus, mon roman portait un peu sur la mode. Ben, pas autant le premier que les autres, mais je me sentais unique. Je me sentais bien dans cette robe-là. Oui, c'est intéressant, tu vois, parce que quelque part, dans notre monde spirituel, on pense d'abord à l'esprit, on pense à la conscience. Mais moi, je trouve, alors c'est un peu l'idée de Kurenko, c'est que selon ton état d'être, hein, peut-être qu'un vêtement va aller dans le bon sens même pour prendre conscience, et puis un vêtement va pas y aller du tout. Alors, toi, par exemple, si tu avais un vêtement que tu devais prendre pour aller dans la prise de conscience, tu prendrais quoi? Une tunique blanche. Je favoriserais le lin ou un coton bio. Quelque chose qui respire, pour faire respirer notre esprit et qui est fait avec une matière noble et aussi où les gens qui ont fait le textile n'ont pas été exploités, si on veut. Alors, ouais, je favoriserais le blanc. Je pense que le blanc symbolise la pureté et la légèreté aussi, ou le rose pâle, un rose très, très pâle. Moi, je trouve ça intéressant aussi, je te posais la question en rémission, alors je te la repose là parce que comme ça, les gens vont pouvoir entendre ta réponse et en même temps, c'est peut-être une autre réponse que tu vas nous donner. Hein. Mais tu vois, dans ce monde-là, qui est le monde de la création, le monde du vêtement, le monde du style, on a beaucoup utilisé l'apparat animal. C'est-à-dire qu'on a essayé de prendre de l'animal et de le mettre sur le corps de l'homme. Alors, d'abord, je veux savoir, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu es contre ou pour cette idée, déjà? J'ai évolué depuis quelques années. Donc, je n'achète plus de fourrure ni de cuir, mais je porte du recyclé. Donc, j'ai quelques manteaux de fourrure recyclée que j'ai trouvé ici à Montréal, mais je ne vais pas acheter un nouveau manteau fait avec ces matières. Ici au Québec, il faut s'habiller l'hiver, donc je favorise beaucoup le vêtement seconde main, particulièrement dans le cuir et la fourrure. Mais je n'achèterai pas, encore une fois, je n'achèterai pas rien de nouveau. Je pense que c'est super intéressant, Luc, que tu identifies ce concept-là. Je pense que peut-être si on porte un truc un peu tigré ou un léopard, peut-être qu'on a envie, ça nous donne confiance, ça nous donne le courage. Donc, je trouve ça super intéressant comme concept. C'est pas quelque chose auquel j'ai réfléchi beaucoup, mais j'aime vraiment ton idée et je pense que ça ferait un super bon livre, ça. Bah alors voilà, ma dernière question pour cette émission, parce que je trouve ça vraiment passionnant d'être comme ça sur une personnalité qui a quand même ce goût pour la mise en scène, hein, la mise en valeur quand même si finalement t'en parles pas tant que ça en fait. Hein. Alors dans les temps à venir, c'est quoi tes projets d'écriture? Tu parlais d'un projet d'écriture en développement personnel, tu peux nous en dire plus? Oui, ça s'intitule Splendeur. Et c'est comment retrouver la splendeur de son être et comment vivre une transformation avec aisance, avec grâce. C'est pour aider les gens aussi qui traversent des périodes difficiles de leur vie. Je parle justement du symbolisme des animaux, comment écouter les signes de la nature, comment traverser des périodes difficiles parce qu'on a parlé rapidement de ma rencontre avec la voyante, mais j'ai eu une période assez difficile quand j'ai quitté le droit. J'ai pu passer par des moments de doute. Est-ce que je fais la bonne chose? Ça faisait 11 ans que je travaillais fort. J'étais rendue directrice à Wall Street et tout. J'ai tout quitté. Donc, j'ai eu des périodes difficiles et je raconte cette histoire-là avec beaucoup de candeur pour justement montrer que on peut quitter son travail, on peut changer de carrière, il n'est jamais trop tard. Oui, on passe par des hauts et des bas, mais c'est tout à fait normal. Et des suggestions, des conseils, puis je vais avoir des listes que j'appelle les listes magiques pour justement aider les gens à traverser cette période-là de leur vie. C'est un livre que j'aurais aimé avoir il y a 11 ans, mais j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma vie, je raconte tout et puis sans limite. C'est justement pour aider ceux qui vivent, quand on a parlé tout à l'heure de ce reset-là, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent un reset avec tout ce qui se passe actuellement. Donc, c'est pour aider les gens à faire leur reset dans leur vie. Voilà, dernière question avant qu'on se quitte. Est-ce que tu vas prévoir un programme en ligne, comme font beaucoup de gens, pour essayer d'amener un petit peu à travailler sur soi ou tu attends un petit peu sur ce sujet-là? C'est une très bonne question. C'est une excellente question parce que je suis en train de refaire site web justement pour offrir des cours en ligne.
Je vais avoir des méditations guidées qui vont être très différentes de ce qu'on retrouve déjà dans le milieu du développement personnel. Et je vais aussi offrir un abonnement sur mon site. Les gens vont pouvoir s'abonner et recevoir des textes, des enseignements et des méditations. Je te remercie de cette émission, je te remercie de tes petites confidences. Je vous remercie à vous aussi, youtubeurs et puis autres, d'avoir comme ça pris ce temps d'écouter cette émission. Vous pouvez toujours vous abonner en dessous sur ce petit bouton d'abonnement. Et a priori, on retrouvera peut-être Isabelle Laflèche dans quelques temps parce que